Et si la peur à propos de l'Italie était finalement largement excessive, on en parle avec Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste au Point, alors évidemment, le début de la semaine avait de quoi faire peur, hein, quand on a un 10 ans, les taux souverains à 10 ans d'un pays qui prennent en quelques heures quasiment 100 points de base, 1%, il y a de quoi s'affoler. Mais au-delà de l'accalmie du répit qu'on a depuis maintenant quasiment plus de 36 heures, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter quand on se pose? Parce que l'Italie de 2018 n'est pas totalement l'Italie de 2011-2012, de la crise des dettes souveraines, on est d'accord? La dette, la dette, elle est toujours là. C'est vrai qu'il y a toujours 2300 milliards d'euros de dette, mais il y a des excédents extérieurs, excédents budgétaires avant le paiement de la charge d'intérêt. Est-ce que finalement, quand on se pose un petit peu, on se dit que est-ce que c'est si grave que ça? Bah oui, mais l'Italie avait un point fort qui était qu'elle avait réussi à maîtriser l'augmentation de sa dette. Et elle avait réussi donc à redresser du côté des finances publiques. Et là, le possible nouveau gouvernement, l'Alliance des 5 étoiles et de la Ligue de droite, enfin d'extrême droite, annonce que justement ils vont remettre en cause ces acquis-là. Donc c'est quand même assez dangereux dans un pays quand même qui est très endetté, 132% du PIB. Ça c'est le stock, mais en termes de flux, c'est ce que vous disiez, c'est là où c'est hyper intéressant. En termes de flux, c'est maîtriser le déficit italien est maîtrisé malgré ce poids énorme, colossal de la dette italienne. Le déficit, il est maîtrisé, donc ça c'est un point fort. Mais justement, ce que veut faire la coalition, c'est de remettre en cause cet acquis-là. Donc là, ça devient quand même très gênant, surtout que l'Italie, quand même, quand on regarde la croissance économique de ces dernières années, la croissance économique a été très faible en Italie. Ça fait 20 ans que ça dure, cette histoire. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça que la population a voté pour des extrêmes. C'est parce que le revenu par tête en Italie n'a quasiment pas progressé. Donc ça correspond quand même, et il y a eu même une chute pendant la crise financière. Donc l'Italie a beaucoup de mal à sortir de la crise. Elle est arrivée au prix d'efforts énormes à maîtriser à peu près son endettement, en tout cas son déficit. Elle est encore une fois en excédent primaire avant le paiement des intérêts de sa dette, mais il faut quand même qu'elle paye ses intérêts, et ces intérêts pèsent très très lourd. Ça pèse 3,8% du PIB chaque année. Il y a 4 points de PIB en remboursement d'intérêts. Voilà. Ah ouais, c'est colossal. Alors, nous en France, je ne sais pas si on devait comparer, mais c'est quoi? En zone euro, la moyenne de la zone euro, c'est 2%, et en France, c'est 1,8%, et on trouve déjà les fameux 50 milliards qu'on paye chaque année en charge d'intérêt. Voilà. Pas tout à fait, mais c'est oui, pardon, j'ai arrondi un petit peu. Non, mais voilà. Et heureusement, l'Italie a bénéficié de la baisse des taux qui est liée à la politique de la Banque Centrale Européenne, de tout un tas de facteurs depuis la crise. Voilà. Donc si les taux se mettent à remonter brutalement, ça peut quand même faire un choc important et remettre en cause justement ce qui était un point positif pour l'Italie. Alors certes, il y a un excédent extérieur, mais cet excédent, il pourrait rapidement être brûlé en cas de crise majeure. Ouais. Brûlé par un programme économique dispendieux, brûlé par des taux longs qu'il faut refinancer. Mais sur le programme économique, cette coalition, encore une fois, de la carpe et du lapin, comme on dit souvent, entre le mouvement de la Ligue et le mouvement 5 étoiles, il y a ces dépenses, effectivement, alors c'est compliqué à évaluer, mais au bas mot, on dit que c'est 100 milliards d'euros par an en dépenses supplémentaires, entre un revenu citoyen, pas pour tout le monde, mais voilà, pour les seniors et les jeunes. Ouais, c'est un revenu minimum garanti à peu près. Une flat tax sur les revenus, en termes d'impôt sur le revenu, entre 15 et 25%. C'est-à-dire un seul taux d'imposition à l'impôt sur le revenu. J'en ai vu deux, entre 15 et 20. Mais enfin, la flat tax, le principe de la flat tax, c'est un seul taux d'imposition. Ils ont dit qu'il y en aurait peut-être deux, mais voilà, ça se rapproche d'une flat tax. Donc il y a beaucoup de dépenses, on le voit bien, mais tout ce qui fait vraiment très très peur au marché, à savoir la sortie de l'euro, c'était pas dans leur programme, la remise en cause de la politique de la BCE, c'était pas dans leur programme, le fait de renégocier la dette, c'était plus dans leur programme commun. Oui, bien sûr. Enfin, donc tout ce qui peut hystériser les marchés a été évacué. Le ministre de l'économie et des finances qui avait été proposé était un opposant à l'euro et disait qu'il fallait avoir un plan secret pour sortir de la zone euro. Donc façon Varoufakis violente, Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec. Donc c'était un très mauvais signal, c'est pour ça que le président italien s'y est opposé en disant ça peut menacer l'épargne des Italiens, parce qu'il faut savoir que la dette italienne est aux 3/4 détenue par les Italiens. Donc ça peut être considéré comme un facteur positif pour l'Italie, ça veut dire qu'en gros… Facteur stabilisant.
Voilà, on n'a pas tant besoin d'appeler aux investisseurs internationaux et on peut gérer tout nous-mêmes. Donc les Italiens ne vont pas vendre en panique leur dette. Mais enfin, n'empêche que s'il y a un accident sur la dette ou qu'on ne rembourse pas la dette, c'est les Italiens qui vont prendre, et les banques italiennes qui sont déjà extrêmement fragiles, qui prendraient l'essentiel de ce coût. Donc ça peut mettre l'économie par terre. Comment on arrive à 75%? Je suis d'accord sur le chiffre à peu près, mais c'est donc les banques italiennes. On met la BCE aussi là-dedans? On met la BCE? Parce que moi j'ai vu que les investisseurs étrangers c'était 34%. Après je ne sais pas de ce qu'on met… alors je ne sais plus s'il y a la BCE dedans, mais la BCE possède 17% de la dette italienne. Donc ça c'est énorme déjà, hein, que la Banque centrale, c'est lié à la situation de crise, au programme de quantitative easing, dont la BCE est en train de sortir. Donc le problème, c'est que l'Italie arrive à un moment, enfin le problème italien arrive à un moment où justement le reste de la zone euro, l'évolution économique du reste de la zone euro justifierait qu'on mette un frein à cette politique très exceptionnelle qui a beaucoup aidé l'Italie. Donc, ça tombe mal pour la politique. Et Mario Draghi, en plus, est assez mal, le président de la Banque Centrale Européenne, est assez mal placé parce que comme il est italien, il peut être soupçonné de vouloir trop aider l'Italie ou de favoriser son propre pays d'origine, et donc il va être extrêmement surveillé là-dessus. Ouais. Ce qui est dingue quand même dans cette histoire, c'est que les marchés se sont réveillés 2 mois après les résultats de l'élection, depuis mi-mars. Oui, on connaît les résultats et les marchés actions ont monté, actions italiens. Mais parce que les marchés sont extrêmement moutonniers et assez basiques. Ils se disent, on nous a tellement pris avec le risque politique qui ne s'est jamais matérialisé ces derniers temps, qu'on en a marre d'être d'être les dindons de la farce, en fait, de perdre de l'argent avec des risques politiques. Et puis là, ils se sont rendus compte que pas de bol, cette fois, le risque politique se matérialisait pas mal. Et là, vous parlez d'une accalmie depuis quelques jours sur les marchés. Il ne faut pas regarder les marchés chaque jour, hein. Évidemment, là, il y a un gouvernement technique qui fait que on peut se dire que pendant 3 à 6 mois, il reçoit la confiance du Parlement. Il faut qu'il reçoive a priori, il devrait rester jusqu'aux prochaines élections. Il va y avoir de nouvelles élections. On parle du 29 juillet. Donc voilà, mais on ne sait pas exactement, ça peut être octobre aussi. Donc là, il y a une accalmie, donc ça veut dire que les marchés peuvent racheter de la dette à court terme. Hein. Si on se dit, bon bah voilà, on a 2-3 mois devant nous. Mais c'est ce qui est le cas. On a eu une adjudication hier, c'est hyper intéressant parce qu'on a tous dit, oh là là, le 10 ans italien explose, la dette italienne fait peur. Mais hier, quand le gouvernement italien, enfin le trésor italien, va lever des fonds sur le marché, 6 milliards d'euros, ils font ça tranquille malgré la tourmente. Ils ont placé du 5 ans, du 7 ans, du 10 ans avec succès, donc encore une fois 6 milliards d'euros. La demande de papier était là, les mecs ils ont acheté. Donc c'est preuve que la dette ne fait pas si peur que ça. Je suis pas sûr qu'il faille surinterpréter cette adjudication parce que, encore une fois, les investisseurs parfois ils ont des calculs un peu à double, triple détente et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire et ils misent sur quelque chose et puis tout d'un coup ça peut se retourner dans l'autre sens. Donc là pour l'instant il y a une accalmie, donc oui les gens se disent ah, ça y est on a évité le pire, ok pendant quelques mois il y a un gouvernement dirigé par quelqu'un qui est un ancien du FMI qui mais était rien là. Mais rien n'est réglé. Voilà. Oui, en quelque sorte. Mais, parce qu'on ne sait pas ce qui ressortira des urnes. Effectivement, peut-être encore une fois, dans les sondages montrent encore une fois que la Ligue est beaucoup plus haut aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment des élections. Exactement. Donc, il y a un moment, il faut se garder contre un excès de confiance. Il ne faut pas être trop alarmiste. Je crois que ce qu'il va falloir regarder aussi, c'est comment les marchés jugent la dette des autres pays périphériques. Ce qui était inquiétant ces derniers temps, c'est qu'on a vu que les autres pays périphériques qui sont par ailleurs beaucoup plus solides que l'Italie. Ils n'ont rien à voir avec l'histoire italienne. Dont on dit qu'ils sont beaucoup plus solides Espagne, que l'Italie, l'Espagne, Grèce. L'Espagne surtout, le Portugal peut-être un peu moins et la Grèce, bon, c'est un cas particulier, mais eux sont touchés aussi par la contagion. Donc ce qui est rassurant, c'est que là-dessus, la BCE peut agir contre la contagion. Maintenant, peut agir en faisant quoi? Parce que c'est toujours pareil. Hier, il y avait c'est une dépêche Reuters qui est tombée qui disait de sources proches du dossier, la BCE n'a pas vocation pour l'instant à intervenir. Non, pour l'instant, parce que la situation n'est pas suffisamment grave. Donc voilà, pendant quelques jours, s'il y a des taux qui augmentent, c'est que le marché secondaire. Hein. Encore une fois, quand vous disiez l'Italie, là, a emprunté… 100 points de base en 2 jours, c'est beaucoup sur les italiens. C'est beaucoup, mais la BCE n'a pas vocation à éteindre les incendies, ou alors elle valide l'idée que la situation est suffisamment grave et extrêmement grave et qu'il faut à tout prix intervenir maintenant. Encore une fois, ce que je disais, c'est qu'au moment où elle doit réduire par ailleurs les fondamentaux économiques, le retour un peu de l'inflation, l'augmentation des prix du pétrole, le retour de la croissance quand même en zone euro, devrait conduire à arrêter le programme, en tout cas arrêter les achats supplémentaires de dette chaque mois. Encore une fois, le stock, je ne l'ai pas dit ça, mais le stock
que détient la BCE, elle ne va pas commencer à le revendre. Donc ça, c'est un élément stabilisateur. Donc il y a quand même, pour l'Italie, par exemple, 17% de dette italienne en stock qui reste dans les comptes de la BCE. Donc ça aide aussi. Donc la BCE pourra agir quand il le faudra pour éviter la contagion. Mais par contre, pour l'Italie, si la politique menée est contraire aux principes de la BCE, menace de l'Europe, de la zone euro, aux règles de Maastricht, et ben là, la BCE va avoir beaucoup plus de mal à aider directement l'Italie. Les programmes d'aide du mécanisme européen de stabilité, l'outil anticrise qui a été mis en place en 2012-2013, il faut que le pays accepte un plan drastique d'aide et s'ajuste. Donc évidemment, ça ne colle pas avec une coalition de partis extrêmes qui ont une rhétorique très anti-européenne. Sauf à se renier, évidemment. Sauf à se renier. Pareil, les mécanismes de lignes de crédit préventive avant qu'une crise se produise, c'est pareil. Il faut que le pays vienne voir l'OMS et dise « s'il vous plaît, je fais face à des difficultés, venez m'aider ». En échange de contrepartie, des plans un peu moins drastiques, mais quand même des plans d'ajustement. Ça ne sera jamais activé par la coalition actuelle. Alors, on verra ce qui sortira des nouvelles élections. On ne sait pas si le mouvement 5 étoiles pourra gouverner seul, ça paraît très difficile. Est-ce qu'on pourra vraiment, est-ce que cette coalition, ces deux partis qui sont quand même, que tout oppose, l'extrême droite et un parti très populiste mais plutôt à gauche, est-ce qu'ils pourront réellement gouverner ensemble? Il y en a qui disent qu'en fait, ils ne voulaient pas vraiment gouverner ensemble. Ils ont proposé un nom qui n'était pas acceptable pour le président de la République italienne. Et quand le président de la République leur a dit « mais prenez quelqu'un qui soit un vrai politique compétent et qui n'ait pas plaidé pour une sortie de l'euro, qui n'était pas dans votre programme », ils ont dit « bah non, on ne va pas vous donner ce nom ». Donc, et après, ils accusent le président de la République de leur avoir imposé quelque chose et de ne pas accepter la démocratie. Ce qui est quand même un peu spécieux. Un mot sinon, Marc, des banques. Les banques italiennes, on sait qu'elles sont convalescentes, on ne dit pas qu'elles vont bien, mais elles vont un peu mieux quand même. Un peu mieux, elles ont un peu réduit leur stock de créances douteuses, c'est-à-dire les prêts non performants, c'est-à-dire les prêts qui risquent de ne pas être remboursés compte tenu de la situation des entrepreneurs, des ménages italiens. Qui ont du mal à rembourser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un mécanisme qui est très pernicieux, c'est que toute hausse des taux longs italiens dévalorise la valeur des obligations que ces banques ont en portefeuille, puisqu'elles ont 20% de la dette publique italienne dans le portefeuille, dans leur bilan, pour leur compte ou pour le compte de leurs clients. Et donc, c'est là qu'on comprend que si les taux montent, ça fragilise les taux d'intérêt qui montent sur la dette souveraine italienne, ça fragilise les banques italiennes. Oui, parce qu'il faut comprendre que quand les taux d'intérêt montent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vendent la dette sur le marché secondaire, ça veut dire que le taux monte parce que la valeur de l'obligation diminue. Donc le taux qui est accroché facialement depuis l'émission du titre, sur la valeur d'un titre qui s'est effondré, le taux augmente. Mais dans le compte des banques, ça veut dire des pertes, des si elles ont besoin de les vendre pour faire face à un risque de contrepartie, à des difficultés, c'est censé être un actif sûr, elles peuvent le vendre à tout moment pour faire face à des obligations, en fait la valeur s'est effondrée entre-temps et donc elles sont en grande difficulté, ça menace leur bilan. Donc effectivement, c'est un gros problème pour les banques italiennes qui sont quand même assez fragiles. Et puis on finit là-dessus aussi, problème, oui, allez-y. Pardon, c'est pour ça que dans la coalition, il y a quand même des discussions sur un moment, est-ce qu'il faut mettre en place une monnaie parallèle, demander à la Banque d'Italie de financer nos banques en imprimant de la lire, enfin quel que soit le nom que vous donnez à cette nouvelle monnaie. Donc voilà, le problème bancaire est un des problèmes les plus importants. Et aussi, donc conséquence de cette hausse de taux longs, et on finit là-dessus, donc sur les banques italiennes qui vont à peine mieux, et aussi pour l'économie italienne, pour les ménages, encore une fois, des taux plus élevés, à court terme comme à long terme, 30% des nouveaux crédits immobiliers en Italie sont à taux variable, le reste c'est un mélange de fixe et de variable. Ça veut dire des charges d'intérêt de remboursement pour les nouveaux crédits plus élevés, ça veut dire un financement, investir pour une boîte ça coûtera plus cher, etc. Donc ça aura aussi un impact sur la croissance italienne qui est déjà pas faramineuse. C'est pour ça que j'insistais sur le côté croissance faible, et le problème c'est plus par la croissance à mon avis qu'il va y avoir un problème, parce que pour l'instant la dette qui coûte un peu plus cher, la dette publique italienne qui lui coûte un peu plus cher, bon c'est gérable, d'autant qu'il y a des stocks de dette qui avaient été émis à des taux très élevés. Donc quand on renouvelle le stock de dette, si on se réendette un peu plus cher que sur les dernières années, mais quand même moins cher qu'il y a des années, bon voilà, c'est à peu près gérable. Le problème c'est est-ce que ça peut étouffer la croissance?
Et dans un pays qui a déjà un revenu par tête qui a très peu progressé, où les gens sont extrêmement tendus, où finalement le système social, on s'en rend compte, est quand même moins développé, parce que quand on parle d'un revenu citoyen, on se rend compte que c'est versé pendant 2 ans à des gens, à des chômeurs, quelque chose comme 700 €. Ça veut dire que derrière, le système d'assurance chômage, il n'est pas du tout aussi développé que le nôtre, ou qu'il y a des gens qui sont au chômage depuis trop longtemps pour toucher des aides. Donc là, on se rend compte que le système italien est quand même fondé sur une solidarité intergénérationnelle, où les personnes âgées aident les jeunes, ou en retour les jeunes aident leurs parents quand ils sont devenus trop vieux, etc. Il y a un système social qui est moins développé qu'en France, et c'est là qu'on se rend compte que ça peut poser problème. Merci pour cet éclairage, ces explications. Marc Vigneault donc, journaliste au Merci Point. David. Merci Marc.